321e jour de guerre en Israël, effectivement, et du nord au sud. Les tensions sont très vives, explosives dans le nord. On va en parler, on va aussi revenir sur la situation diplomatique avec notre invité ce matin, Eli Carmon, politologue israélien et aussi spécialiste du Liban. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Eli d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on va peut-être commencer par ce qui se passe sur le terrain. On l'a vu entre avant-hier, hier et aujourd'hui, ce sont ces dizaines de roquettes, ces centaines même de roquettes qui ont été lancées sur le territoire israélien, dans le nord d'Israël, sur le plateau du Golan notamment. On a vu une maison qui a pris feu, un Israélien qui a été légèrement blessé aussi lors de cette attaque. Le centre de gravité va se déplacer du sud au nord d'Israël, c'est ce qu'a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, hier. C'est véritablement ce qui est en train de se passer, Eli? On voudrait le croire, mais il y a déjà plusieurs mois qu'on déclare que le centre va passer vers le nord. Mais du fait que la guerre à Gaza n'est pas terminée, du fait qu'il y a des négociations très sensibles sur le sort, sur la libération des otages qui sont aux mains du Hamas, on ne peut pas concentrer tous les efforts d'Israël vers le nord. Et aussi, il y a toute la question, est-ce que l'Iran et le Hezbollah vont se venger à cause des assassinats des deux leaders, le Libanais qui était considéré comme le chef d'état-major du Hezbollah, Souker, et Haniyeh, qui était le secrétaire général du Hamas. Donc, nous sommes dans une période de transition de fait, et je crois que le Hezbollah utilise cette période pour une escalade qui est due aussi du fait que Israël attaque aujourd'hui, ces derniers jours, des dépôts d'armement très importants dans le nord, c'est-à-dire le nord d'Israël vers la vallée du Baalbek. Et parce qu'il se rend compte que pour le moment, vraiment, le gouvernement israélien ne peut pas décider une action de force, c'est-à-dire une guerre totale contre le Hezbollah. Nous sommes, comme je dis, je crois plusieurs fois sur cette antenne, dans une situation très complexe, dans une situation de faiblesse stratégique. Alors, au même moment, les discussions se poursuivent pour tenter d'obtenir un accord de cessez-le-feu à Gaza et aussi la libération des otages. Malheureusement, on l'apprenait, Tsahal a retrouvé le corps de 6 otages dans un tunnel terroriste à Khan Younes. Des pourparlers qui se passent plutôt mal, en tout cas, pour l'instant, pas d'avancée majeure. Il y a toujours des points de désaccord, notamment concernant cet axe de Philadelphie. Ça part plutôt mal pour l'instant, Eli. Oui, après plusieurs jours, même semaines d'optimisme, on voit que maintenant on parle de la fin des négociations, l'écroulement des négociations en fait. Moi j'étais très sceptique dès le début et je vais donner deux arguments très importants. D'abord sur le Hamas. Yahya Sinwar, qui a été élu le secrétaire général de la comité politique, le bureau politique du Hamas à la suite de la mort de Haniyeh, est dans une position encore plus importante, c'est-à-dire il décide seul de ce que va se passer dans les négociations. Maintenant, on sait dès le début de cette guerre que lui, Sinwar, avait coordonné avec l'Iran l'action. Il pensait que l'Iran et le Hezbollah entreront en guerre de manière totale, et pour le moment, du fait qu'il y a une menace iranienne vraiment, d'une action de guerre très importante, il n'a pas intérêt à libérer les otages et attend justement ce développement. En même temps, du côté israélien, on voit que le Premier ministre Netanyahou fait des promesses aux Américains. Quand le ministre des Affaires étrangères Blinken était ici il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, il avait promis qu'on va accepter la proposition américaine et égyptien sur la question de Philadelphie. Plusieurs heures après, il a dit dans une discussion avec des parents d'otages qui sont favorables à sa politique qu'il n'y aura pas retrait de Philadelphie et qu'il n'y aura pas d'accord. Et en même temps, il a permis au ministre Ben-Gvir de visiter une visite provocatrice, le mont du Temple, donc pendant cette période très sensible, faire une provocation tant vers le Hamas comme vers l'Iran.
Mmh. Alors, on parle effectivement de ce corridor de Philadelphie. On entendait notamment sur cette antenne l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner, nous dire que s'il y avait un point justement sur lequel Israël ne devait pas céder, c'est ce couloir de Philadelphie qui sert aussi de passage de contrebande d'armes au Hamas. Israël doit toujours, selon vous, garder un droit de regard sur cet axe-là. C'est vraiment important? En principe, c'est très important. Mais il faut aussi négocier avec les Égyptiens, parce que nous avons un accord de paix avec les Égyptiens. Les Égyptiens contrôlent la partie, disons, territoriale égyptienne. Ils ont fait dans le passé des efforts pour fermer ce territoire à la contrebande du Hamas. Mais quand même, ce qu'on doit faire, c'est libérer les otages. Ensuite, on va voir, parce que nous savons très bien qu'il y a des provocations du Hamas. On pourra revenir à lutter pour le Tzahal. Il n'y a pas de problème de revenir et réoccuper tant Rafah comme la route Philadelphie. Oui. Il faut jouer, je crois, de manière beaucoup plus subtile, si vous voulez, et arriver à un point au moins avoir un accord pour la libération des otages humanitaires, surtout des femmes et des gens très malades. Et ensuite, on va voir. C'est-à-dire ce que vous nous dites, c'est que en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'Israël doit accepter, en réalité, voilà, de partir de cet axe pour peut-être ensuite revenir, en tout cas accepter pour l'instant toutes les demandes pour ensuite y revenir. C'est ce que vous nous dites. Justement, parce que dans le passé, c'était passé dans les années 2014, 2019, 2021 aussi. Hamas a accepté le cessez-le-feu et ensuite a repris le feu. Donc, on sait que dans notre réalité, les choses sont très dynamiques. Et si Israël voudra, en fin de compte, après la libération des otages, reprendre le contrôle militaire et pour permettre surtout une solution politique qui n'inclut pas le Hamas, qui inclut une partie de peut-être une autorité palestinienne qui soit réformée sans la présence du président Abou Mazen, qui est considéré non seulement faible et pas légitime, mais aussi corrompu. Donc, c'est ça la solution qui doit être acceptée. Mais pour le moment, le Premier ministre Netanyahou ne permet pas cette solution. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis sont toujours du côté d'Israël. Et on l'apprenait d'ailleurs hier soir, le porte-avions USS Abraham Lincoln et les destroyers qui l'accompagnent sont arrivés au Moyen-Orient justement pour combattre, pour aider Israël à combattre en cas de menace l'Iran et ses proxys. Ça, c'est important aussi, Elie. C'est extrêmement important. C'est d'ailleurs une force de dissuasion. Tant vers l'Iran comme vers le Hezbollah, il y a une flotte, une armada très très importante. Je crois que jamais il y a eu tellement de navires de guerre américains, non seulement dans la mer Méditerranée, mais aussi dans la mer Rouge et dans le Golfe, vis-à-vis l'Iran, le Golfe Persique. Et donc, cela est dans l'intention de l'administration Biden de convaincre les dirigeants du terrain de ne pas provoquer une action de représailles trop forte qui provoquerait une guerre régionale. Et pour le moment, on voit que les Iraniens, même s'ils sont, je crois, très conscients que la négociation avec le Hamas ne provoque aucun changement important, ils continuent à attendre le résultat officiel, de voir comment le Hamas réagira, et surtout, ils doivent attendre la fin ou les élections américaines. Il y a seulement 2 mois, jusqu'en novembre, au début de novembre, et dans cette période, les Iraniens ou les dirigeants iraniens doivent décider est-ce qu'ils veulent une victoire des démocrates, une présidente démocrate, ou une victoire de Trump, qui, on sait, il est imprévisible. À l'époque, il a tué le général Qassem Soleimani, qui était le dirigeant pratiquement de toute l'expansion iranienne dans la région. Et donc, ils doivent être très, très attentifs à cette politique américaine. Et à mon avis, cela les empêchera ou les convaincra
de ne pas attaquer en force Israël. Alors, il y a un autre point aussi, Eli Carmon, sur lequel on souhaitait revenir avec vous, c'est ce qui se passe en Judée-Samarie, les opérations antiterroristes qui se poursuivent notamment dans les villes de Toul-Karem, dans les villes de Djenin, dans les villes de Naplouse. Est-ce que selon vous, la stratégie de Tsahal qui est utilisée en Judée-Samarie d'intervenir, on va dire, spontanément dans ces villes est efficace ? À mon avis, malheureusement, je crois que la stratégie de Tsahal en Judée et Samarie est disons une erreur stratégique, du fait surtout qu'on utilise la force aérienne et des drones dans la lutte quotidienne. Parce qu'il y a eu des officiers et des soldats qui sont morts, mais ça s'est passé aussi dans le passé. On sait que l'Iran tente d'armer avec disons des armes beaucoup plus dangereuses les combattants du Hamas, du djihad islamique, surtout en Samarie. Mais cette stratégie, en fait, transforme la Samarie dans une nouvelle Gaza. Et ensuite, l'arrestation de milliers de personnes, qui pas tous sont vraiment des terroristes qui sont très, très dangereux, fait que le nombre de ceux qui, dans les familles, seront prêts à lutter contre Tsahal s'élargit. Il y aura, nous savons comment, disons, la famille, le Hamoula influe sur de très jeunes qui veulent manger le cousin, le frère, le père, et donc il faudrait être beaucoup plus justement pour ne pas provoquer une intifada. Et aussi, il y a la question économique, parce qu'on ne permet pas aux Palestiniens d'entrer légalement en Israël pour trouver du travail. Cela implique une situation économique, sociale très difficile en Samarie et Judée. Et tout ça ensemble, c'est une sorte de bombe à retardement qui peut exploser si on exagère, si vous voulez, avec ces mesures. Merci beaucoup, Eli Carmon. Merci d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces précisions ce matin sur Radio J. On vous retrouve avec grand plaisir, je l'espère, très bientôt sur cette antenne. À bientôt.